des fois, on va le mettre, il aime parler. Il dit parler, bébé parler. Capitaine d'air, dans son balai. La fille appelle, il red. Don't do this, I'm back with it. Qu'on en fait, non, non, non. J'ai à them body moving, they move on, non, non, non. Aïe, comment faire douce comme ça? Aïe, t'as pris ma une ça. Comment faire douce comme ça? Aïe, t'as pris ma une ça. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, ça va? je vais bien. Oui, super, super. Donc, on va attendre que les gens viennent ou bien on peut commencer maintenant, c'est comme tu veux. Attendons qu'il y ait au moins 5 ou 6 personnes. 5 ou 6, ok, c'est parfait. Parfait, il y a Dylan. Bonsoir Dylan. Hello. Allô bébé. Hello. Teddy, Oui, est-ce que tu peux mettre le sujet? oui, absolument, je vais le mettre. Allô Cassandra. Allô Stelena. Mon amour, allô. Jennifer. Bonsoir. Qui te met? Tu es en train de mettre le sujet là? Exactement, puis je vais mettre le pin. Donc, pin comment. Dis-moi si tu le vois. Bonsoir à tous et à toutes qui se sont joints à nous. All right. Bon, we have a full house. On a déjà 8 personnes. Oui. Ouais. Ouais. Donc, ça va bien? Oui, ça va très bien. De Super, son côté super, aussi? super, super. Parfait. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi de créer ce live, finalement. Ça a toujours été un rêve pour moi d'avoir un live, de faire un live. Puis, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire durant une pandémie, mais une pandémie qui aggrave beaucoup de conséquences mondialement. Mais j'ai toujours voulu avoir ce dialogue international et puis ce dialogue avec le pays d'origine de mes parents, de ma famille, de mes ancêtres en Haïti. Donc, c'est un réel plaisir pour moi et un honneur en fait, de créer ce live sur Instagram en présence des membres de l'organisation Courage, située en Haïti. Donc, une organisation qui, depuis 10 ans, sert comme un réel changement dans la lutte des droits humains, notamment des membres faisant partie de la communauté LGBT+. Je reconnais tout d'abord Charlot Jeudi, le fondateur de cet organisme,
car sans sa contribution, cette rencontre ne pourrait pas être possible. Donc, lui, qui a eu beaucoup de courage, de talent, qui a su transmettre sa vision en Haïti et ailleurs, ça fait déjà plus de 10 ans qu'il n'est plus, en fait, ça fait plus d'1 an qu'il n'est plus avec nous, que son âme repose en paix. Et je reconnais tous les efforts que Courage et toutes les personnes qui tentent de voir le monde d'un œil différent, un monde où l'espoir règne, et que toutes les personnes soient respectées, valorisées et puissent vivre pleinement sans discrimination et en toute sécurité. J'aimerais aussi souligner ce que les ancêtres haïtiens et africains qui nous ont légué une terre riche et si abondante et un peuple résilient après toutes ces années, même avant l'indépendance. Donc, je dois aussi reconnaître les indigènes, donc les Taïnos, les premiers habitants de l'île. J'aimerais bien aussi reconnaître le territoire où je suis présentement, au Canada, qui est construit par les Autochtones, les Métis et les Inuits. Et il est important de respecter leurs droits de ces peuples et de reconnaître leur résilience et la contribution à la richesse de ce pays. Donc, aujourd'hui, c'est une première. J'ai avec moi 2 militants de droits humains qui sont Jean-Michel Mémé et la présidente actuelle, Etera Estonfil, qui va nous joindre sous peu. Donc, Jean-Michel, désolé, Mémé est un jeune activiste LGBT de 23 ans qui milite en Haïti avec courage. Il est aussi écrivain où il publie des textes sur Wattpad et WordPress. Donc, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Teddy. Bonsoir, bonsoir. Donc, les relations bilatérales entre le Canada et Haïti datent depuis longtemps. On est tous d'accord avec ça. Où nous sommes des membres dans l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des États américains et de la francophonie notamment, ce qui nous permet de continuer à tisser des liens importants, surtout dans la scène mondiale, donc la scène internationale. Mais je ne vais pas parler uniquement de la situation du top qu'on a toujours habituellement, on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est toutes ces organisations internationales, les gouvernements et tout. Mais j'aimerais mettre à l'évidence les organismes communautaires en Haïti, comme la vôtre, qui font un réel changement, non seulement dans leur pays, mais sur la scène internationale. Donc, je suis heureux d'avoir cette discussion grâce au pouvoir de la technologie, bien entendu. Donc, comment allez-vous? Bon, je vais bien, je vais bien. Enfin, parce que vous voyez, Teddy. Oui, quand même. On est copains. Justement. C'est ça. Donc, je vais te tutoyer puisqu'on est amis. Donc, comment tu vas? Comment se passe la situation actuelle? Comment tu te sens? Bon, je me sens bien. On va dire que je me sens bien. À vrai dire, c'est pas facile d'être bien en ce moment en Haïti parce qu'il y a la cause des troubles sociopolitiques, la montée de l'insécurité. Ce sont des problèmes que l'on ne peut ignorer, notamment le kidnapping, les meurtres, etc., qui se font. Mais bon, nous sommes là, nous sommes obligés de travailler parce que le monde avance et on est obligé de travailler avec le monde. C'est vrai qu'il y a toujours eu des troubles sociopolitiques, peut-être que là maintenant c'est un peu plus grave, mais je pense que travail, non seulement ça fait partie de nos devoirs en tant que citoyens, mais en tant que militants aussi, parce que la cause ne s'arrête pas. Il ne faut pas s'arrêter, donc on est là. Oui, tout à fait d'accord. En fait, ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes amis. Puis, j'ai pu constater que tu fais tellement de grands efforts, en fait, pour militer, pour revendiquer de tes droits que tu as juste, en fait, pour être qui tu es, finalement. Que ce soit ton orientation sexuelle, que ce soit l'identité de genre, par exemple. Donc, je tiens à mentionner à tout le monde que je ne suis pas là pour trouver une solution magique ou le remède spécial qui va permettre une diminution
des droits humains, mais plutôt d'avoir une discussion afin d'avoir une meilleure vision en Haïti. Et de plus, je tenterai d'analyser ce que la diaspora haïtienne peut faire en collaboration avec la population locale, donc la population locale qui est la vôtre, qui vous êtes déjà sur le terrain, et aussi sensibiliser les défis auxquels ils font face. Donc, je tiens aussi à préciser que je n'aimerais pas que la communauté internationale soit exclue, mais qu'elle soit un acteur dans l'avancement des droits humains, finalement. Donc, la priorité, c'est Haïti, mais j'encourage tout le monde de reconnaître qu'il y a des milliers d'Haïtiens faisant partie de la diaspora, se retrouvant principalement en République dominicaine, le Canada, aux États-Unis, la France, parmi plusieurs pays dans le monde. Donc, mon intérêt, comme la question se pose, c'est comment atténuer les violations des droits humains en Haïti. Les violations des droits humains se passent partout, même au Canada, il faut le dire, bien qu'il y a des dirigeants qui ne veulent pas l'avouer. Donc, il y a déjà 2 semaines, j'ai lu un article qui a été publié dans le Nouvelliste où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, où il exprime que les violations des droits humains et les atteintes à ces droits se poursuivent en Haïti, majoritairement dans le contexte des affrontements entre bandes rivales dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il explique aussi que des menaces et des actes d'intimidation contre les organisations de la société civile et les organisations de défense des droits humains. Donc, suite à cette déclaration, comment faites-vous pour prendre soin de vous durant cette instabilité politique qui ne cesse de continuer et durant la pandémie actuelle, Jean-Michel? Jean-Michael, je dis. Michael, excuse-moi, Jean-Michael. Oui, les problèmes en Haïti, là, maintenant, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas graves. Ils sont vraiment graves et beaucoup de personnes sont atteintes. Mais je pense que nous autres encourageons les organisations LGBT, bien qu'on soit obligé de faire beaucoup plus d'attention, là maintenant, de prendre de nouvelles mesures de sécurité. Mais nous sommes plus ou moins habitués parce que c'est souvent que la communauté est attaquée, c'est souvent que la communauté est pointée du doigt. Donc nous avons souvent eu à nous protéger. Donc il y a une certaine habitude, je peux dire, de notre part. Donc, c'est pas vraiment... je vais pas dire qu'on a fait un grand effort là maintenant, sauf qu'on a parfois de nouvelles heures de bureau, on essaie de travailler chez soi, ça va dépendre, certaines activités se font par téléphone, etc. Il y a de nouvelles mesures qui se prennent parce que les temps exigent, mais c'est une communauté qui a toujours été marginalisée en Haïti et souvent victime d'attaques. Donc, les problèmes là maintenant sont plus graves, mais ils ne datent pas que de maintenant. Oui, merci beaucoup de partager. Je sais que les temps sont très difficiles. Et puis, c'est vrai, les personnes ciblées sont les femmes, les enfants, les personnes LGBT+. Et il y a de réels défis de sécurité et de se sentir protégé par l'État, finalement. Donc, si on change les lois demain, acceptant le mariage du même sexe, par exemple, et que l'on ajoutait l'identité de genre, et l'orientation sexuelle dans les choix de discrimination de la Constitution, par exemple, serait-il un geste vers le progrès où il y aura encore plusieurs choses, plusieurs mentalités à changer selon toi? Oui. Etera est là. Oh, bonsoir Etera. Bonsoir, ça va? Bonsoir, Teddy. Bonsoir. Merci. C'est un réel plaisir et un honneur. En fait, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, je ne sais pas si je dois vous voyer ou vous Non, tutoyer. pas la peine. Tu peux me tutoyer. Tutoyer, ok, super. Donc, merci de te joindre à nous. Puis, finalement, c'est ça, je posais plusieurs questions à Jean-Michael. Et puis, en fait, j'aimerais en fait savoir comment tu vas, comment tu te vas avec la situation actuelle, avec la pandémie aussi. Tu vois, c'est pas évident, tu vois. On ne peut pas dire que c'est la grande forme, mais on fait en sorte de tenir le coup. C'est ça avec la situation du pays.
tout. On est obligé de s'y faire, on est obligé d'y faire, mais par contre, c'est pas la grande forme. Oui, ok. Donc, je tiens à laisser savoir à tout le monde que Etera et sans fil, en fait, elle est la présidente actuelle de Courage. Donc, j'ai déjà fait l'introduction. Donc, je vais même sauvegarder le live pour que vous puissiez savoir le début de Courage qui a été fondé par Charlot Jeudi. Paix à son âme. Et puis, tous ces efforts, honnêtement, ça me touche vraiment au cœur parce que je sais que vous êtes un peuple vraiment résilient et fort. Et puis, je sais les efforts que vous continuez à faire, même quand vous êtes marginalisé, vous voyez. Merci encore pour tout ce que vous faites, vous deux, de très bons militants en Haïti pour les droits humains, Merci. pour l'avancement Merci. des droits humains. Puis, Merci. c'est vraiment un honneur. Donc, je vais juste retourner à ma question. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou si j'ai parlé un peu trop vite. Est-ce que je peux la poser? Oui, Tu peux, Oui, tu peux ok. poser la question. Ok, parfait. Donc, certaines personnes sont ciblées finalement. Par exemple, les femmes, les enfants, les personnes LGBTQ. Et il y a des réels défis de sécurité et de se sentir protégé par l'État. Donc, si on devait changer les lois demain en acceptant le mariage du même sexe, par exemple, ou bien qu'on ajoutait l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les choix de discrimination dans la Constitution, serait-il un geste vers le progrès ou il y aura encore d'autres mentalités à changer? Ben, je commence. Je pense que il faut commencer par changer les mentalités avant. Le principal défi, c'est de changer les mentalités parce que bien sûr qu'il peut y avoir des tables lois qui se passent, mais je pense que si le peuple n'a pas un réel désir d'appliquer ces lois-là ne seront pas appliquées. D'ailleurs, nous pouvons le constater ici en Haïti, ben, très peu sont les gens qui sont au courant des lois qui figurent vraiment dans la Constitution, Code pénal, etc. On vit l'haïtien dans sa propre code moral et l'haïtien sait ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Mais c'est selon ses propres lois. Donc, je pense que ce serait pareil. Il faut commencer par changer les mentalités, apporter une nouvelle façon de penser, et ensuite on pensera aux lois. Et pour faire suite à mon collègue, Michael, Oui. et je pense que on peut changer les mentalités par la déconstruction des normes, surtout des normes, parce que si on peut constater en Haïti, la question de sexualité, c'est une question qui est très taboue, même dans les milieux hétérosexuels. C'est-à-dire, c'est une question qui est vraiment taboue. C'est-à-dire, et par rapport aux construits sociaux, ils ont défini les normes d'une manière hétéronormée. Ce qui explique que les normes définissent des rôles sociaux et les rôles sont définis en fonction du sexe et du genre de la personne. Ce qui explique qu'il y a une catégorisation qui se fait. Bon, il y a des catégorisations qui se font et voilà les rôles des femmes, voilà les rôles des hommes. Et dans notre société, il y a d'autres sociétés qui sont ainsi. Quand on parle d'homme, on voit une personne qui est née de sexe mâle. Quand on parle de femme, on voit une personne qui est née de sexe femelle. Mais par contre, c'est comme il y a une sorte d'exclusion pour les personnes transidentitaires. Déjà, c'est difficile. Et pour le moment, je pense que c'est, comme a dit mon collègue, c'est de changer d'abord les mentalités, peut-être une des stratégies de faire ce changement, c'est surtout de faire des sensibilisations et de faire des formations et de déconstruire certaines normes. Je ne vais pas dire toutes Oui, tout les à normes, fait. mais certaines normes, comme par exemple les normes qui font croire que une personne née de sexe mâle doit s'accepter en tant qu'homme. Je pense que
on doit démystifier, déconstruire, et c'est ça, c'est un exemple. Oui, merci beaucoup, beaucoup pour vos partages. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'hétérosexisme. Ça a vraiment été implanté depuis longtemps. Puis c'est vraiment ce concept qui a pu permettre cette binarité. Et puis, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Hétéra, oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment il faut donc, il était important alors donc de déconstruire cela, de démystifier ce qu'on a appris finalement. Et puis finalement, ce qu'on peut faire avec ces mentalités, on pourra donc ensuite appliquer les lois pour que les lois puissent être bien appliquées, comme vous aviez dit. Puis en fait j'ai une autre question à savoir, comment vous faites, parce que j'ai quelques questions. Il y a quelqu'un qui dit, comment essayerez-vous de changer la mentalité des gens? Parce qu'ils ont dit, il y a une autre personne qui dit 99% de la population haïtienne est analphabète, que je ne crois pas, en tout cas sur ce que la personne a dit. Comment allez-vous inculquer des valeurs morales à ces personnes? Je pense que les deux questions, quoique je ne crois pas non plus que ce soit 99% de la population haïtienne qui soit analphabète. Mais bon, je pense que c'est de la même façon pour les deux, que ce soit pour les personnes qui sont analphabètes, que ce soit pour les autres, ça se fait par l'apprentissage. Parce que, je vais prendre un exemple, moi j'ai eu des tantes, bon, ce sont plutôt les tantes de ma mère, de grandes-tantes qui ne savaient pas lire, mais c'était des personnes qui avaient de grandes valeurs morales. Les valeurs morales sont basées sur quelque chose, on ne les apprend pas forcément dans les livres. Tu des choses que l'on apprend par tradition, qu'on apprend en observant, etc. Et qu'on s'appuie aussi sur son tempérament, je suppose. Donc, comment on va faire, c'est par l'éducation. L'éducation ne se passe pas que par les livres. Ça se fait dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend. C'est d'abord essayer de changer le discours. Les messages qui se font passer par les réseaux sociaux, par exemple. Il y en a peut-être qui se font passer par écrit dans les journaux, etc., etc. Oui, ça c'est pour certaines personnes, mais aussi par la télé. Il y a plus d'émissions. Les Haïtiens écoutent beaucoup la radio. Les Haïtiens regardent beaucoup la télé. C'est des moyens d'apprentissage. Et pour te dire honnêtement, chaque catégorie a leur méthodologie et d'apprentissage. Et même si les personnes sont analphabètes, ça n'empêche à ce que ces personnes-là apprennent quelque chose. Et il y a des méthodologies, il y a différents types de méthodologies qu'on peut utiliser pour faire l'éducation. C'est ça. Tout à fait d'accord. Et puis, en fait, mon point, en fait, c'est pour dire que tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme Exactement. de grande université pour permettre pour en fait développer des stratégies et en fait juste transmettre une information ou bien faire de l'éducation. Oui. Il y a d'autres façons de faire de l'éducation, puis c'est pas obligé d'être traditionnellement, d'être avocat, médecin et les autres en fait, professions que nos parents ou bien nos grands-parents ont tant voulu. Parce que nous, maintenant, on a le pouvoir de la technologie, on a beaucoup de choses en nos mains qu'on peut faire et puis qu'on peut vraiment finalement, on peut s'auto-éduquer, tu vois. Donc, oui, honnêtement, merci beaucoup pour cette remarque. Et puis, en fait, c'est pour savoir parce que c'est sûr qu'il va y avoir des fois des conflits, c'est sûr, mais comment vous faites pour éviter ces genres de conflits lorsque quelqu'un vous injure, par exemple, ou dénonce des propos transphobes, homophobes et tout ça? Parce que honnêtement, ça peut déranger quelques gens et ça permet aussi, ça va pas leur permettre de se sentir à l'aise pour faire le coming out, comme on dit. Je pense que c'est surtout une question d'estime de soi. Je pense qu'au début, il va y avoir des paroles qui vont t'atteindre. Il va y avoir des paroles, ce n'est pas les paroles qui t'atteignent, mais ça va dépendre de la personne dont viennent ces paroles. Mais je pense qu'avec le temps, non seulement on s'y habitue, et puis l'estime de soi compte beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est surtout travailler sur son estime. C'est ce conseil-là que j'ai pour toute personne qui fait partie de la communauté, et pas la communauté LGBTI, et pas que la communauté. Même des personnes hétérosexuelles, cisgenres peuvent avoir parfois des problèmes d'estime de soi. Ce qu'on te dit
ne doit pas obligatoirement t'atteindre. Surtout parfois, une personne te dit quelque chose, tu sais que c'est faux. La personne te dit que tu fais partie de la communauté LGBTI en voulant estimer quelque chose de péjoratif, mais toi, tu sais que ce n'est pas péjoratif. Donc, tu connais mieux, genre, comme des cas de ça en anglais, you're supposed to know better. Et donc, ou pas, ça pas obligé à atteindre. Je crois que Michael a tout dit. Michael a tout dit. Parfait. Ouais, honnêtement, merci encore, Michael. Et puis, en fait, ma question serait de savoir, puisque c'est vraiment l'estime de soi, puis que les gens disent des propos homophobes ou bien transphobes ou même sexistes ou quoi que ce soit, si cette personne-là n'a pas cette bonne estime de soi ou bien s'ils n'ont pas l'aide, en fait, d'une personne, des fois, on peut se sentir isolé. Puis, je peux constater que il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir isolées, surtout en situation de pandémie, malgré le fait que nous avons les réseaux sociaux, la technologie et tout. Mais peut-être le concept d'autonomisation, donc cette capacité d'être autonome, puis aussi le fait de permettre d'identifier les ressources autour d'elle. Donc, si cette personne peut identifier les ressources autour d'elle, les personnes avec qui il peut se sentir en sécurité, les endroits où ils peuvent fréquenter, par exemple. Et puis ensuite, ça pourrait leur permettre d'aider à trouver des solutions eux-mêmes. Tu vois, donc c'est vraiment le concept de l'autonomisation aussi que je trouve qui est vraiment primordial aussi lorsqu'on veut s'affirmer finalement. Puis en fait, puis quand on aura un ami, par exemple, qui vient, qui t'accompagne, c'est faire un suivi. Donc, le concept d'autonomisation, c'est pas seulement tout seul. Tu peux avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui fait le suivi pour savoir comment tu vas et tout ça. Puis en fait, moi, j'aimerais savoir comment que la diaspora haïtienne peut vous aider concrètement de façon durable. Parce que moi, c'est la première fois que je fais un live avec vous, mais c'est sûr que c'est pas la dernière. Comme je l'ai mentionné tant à Jean-Michel, donc maintenant tu es au courant, etc. Donc, comment que la diaspora haïtienne peut vous aider concrètement et de façon durable, je dis très clairement de façon durable, sans nécessairement être membre de votre organisation? Puis, on va aussi répondre à quelques questions Oui. des gens qui sont là. On a une dizaine de personnes qui sont là. Il y a différents types d'appui que la diaspora peut apporter à la communauté LGBTI haïtienne. Si je prends l'exemple, déjà, il y a ce qu'on appelle ressources et on est vraiment open, surtout quand il s'agit d'une question d'expertise, d'expérience. C'est-à-dire, je pense que la communauté LGBTI a grandement besoin de formation et peu importe le type. Et comme par exemple, s'il y a quelqu'un de la diaspora qui a peut-être une expertise, qui aimerait partager avec nous, on est vraiment open à avoir cette personne comme personne ressource. Ça, pour moi, c'est une façon. C'est une façon. Je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres exemples. Moi, j'ai donné un exemple. Je vais essayer de donner d'autres exemples. Oui. Je pense que non seulement ce qui était à dire est vraiment intéressant, vous pouvez aider le mouvement LGBT en général. Non seulement avec les formations, mais comme tu le fais là maintenant, tu as une plateforme et tu le mets à la disposition de la communauté. Tu nous aides dans la visibilité parce qu'il y a des gens qui ne m'avaient peut-être pas, par exemple, entendu parler, qui ne me connaissaient pas, qui vont me connaître grâce à ton live. Et ensuite, peut-être que d'autres personnes ainsi le feront. Aussi grâce au réseautage. Parfois, tu peux connaître d'autres personnes en Haïti et tu leur parles du mouvement, tu les sensibilises et ces personnes-là peuvent venir nous donner peut-être des formations, de l'aide, je ne sais pas. Et comme Michael a dit, nous sommes toujours ouverts à prendre des ressources naturelles. Tu peux faire des ressources naturelles, c'est pas ce que je voulais dire. Ressources humaines. Désolé.
Donc, des formations peuvent se faire en visio, même si c'est là. Il y a plein de façons d'aider la communauté. Non seulement en termes de visibilité, mais en termes aussi de ressources humaines. Merci beaucoup pour vos partages. Puis finalement, c'est vraiment ça. Donc, juste le fait de créer ce live, même s'il y a moins de 10 personnes, déjà là, c'est un commencement. Et puis, j'aimerais juste retourner sur une des questions que les gens ont dit. Je crois que c'est... en fait, un commentaire. La religion, malheureusement, a une grande influence sur le comportement des gens en Haïti. Je suis tout à fait d'accord avec ce que, en fait, Chris a dit. Puis, c'est ça. Puis, en fait, c'est les religions, donc le christianisme, le catholique, toutes ces religions qui vont, en fait, être tellement difficiles pour que les gens puissent s'affirmer dans la religion, puis dire, OK, oui, je suis, par exemple, lesbienne et puis je fais partie du protestant, puis je vais à l'église chaque dimanche. Donc oui, donc tout à fait, donc la religion joue un rôle. Toutefois, dans la religion, c'est pas que promouvoir de la haine. Il y a tout le côté d'amour qu'on oublie, donner l'amour à son prochain, tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui est important de démystifier. Selon vous, est-ce que vous pensez que la religion, en fait, ben, on peut être d'accord que la religion a un très grand rôle. Et puis, est-ce que vous avez des expériences, peut-être des expériences vécues qui est aussi très valable, qui a beaucoup de valeur? Je pense que Etera, qui est chrétienne, est Okay. plus apte à répondre à cette question et peut répondre aussi avec beaucoup plus de tact. Okay. Ok. Oui, et comme Mémé vient de le dire, et je m'identifie toujours comme une femme trans chrétienne, pas chrétienne comme l'Église, de la façon dont l'Église locale et le promote, mais c'est de préférence une chrétienne qui suit le modèle le modèle de la vie de Jésus-Christ, qui n'était ni discriminant ni homophobe. Quand j'ai écouté l'histoire de Jésus, et je me suis dit, c'est sûr, et Jésus, dans son époque, était militant. C'était un grand militant pour moi parce que et, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce qui explique qu'il n'a jamais fait d'exclusion. Et je me suis dit, ça, c'est un modèle et je peux suivre. C'est ça. Mais malheureusement, c'est pas du tout facile. Et l'homosexualité dans un milieu religieux. Pourquoi? Déjà, même pour les gens qui ne sont pas, qui se disent être athées, ont toujours tendance à dire, Je suis pas d'accord. je ne suis pas d'accord quand la Bible a dit. Tu t'imagines une personne qui se dit athée et dit, et moi je suis contre parce que Dieu n'est pas pour. Est-ce que tu comprends? C'est une Oui, façon tout de te montrer comment la religion a beaucoup d'influence sur notre société. Et c'est très facile à comprendre. Pourquoi? Parce que il y a plein d'écoles, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'églises qui sont du secteur religieux et protestantisme et catholicisme, c'est ça? C'est-à-dire, les discours ont beaucoup d'influence. Vous vous imaginez, même à l'école, je me rappelle, il y a ma petite sœur qui a été chez les sœurs Sainte-Anne. Un jour, et la maîtresse lui a fouetté. Pourquoi? Parce que elle devrait étudier la Bible. Elle devrait étudier la Bible, malheureusement, et elle n'a pas étudié.
et on l'a frappé en disant, ben, tu devrais étudier. T'as pas étudié, on va te donner une punition. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une sorte d'influence, même pour les gens qui ne sont pas vraiment, qui ne se disent pas vraiment religieux, ils ont toujours tendance à reproduire les mêmes discours religieux et ces discours ont beaucoup d'impact négatif sur la communauté. Oui, tout à fait d'accord. Est-ce que tu voulais Je ne pense ajouter pas quelque que je peux ajouter. chose? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense que tu Ok, as tout oui. dit. C'est surtout la religion est le plus souvent néfaste pour la communauté parce que les discours parfois dépassent le cadre religieux pour devenir aimés, alors que la religion est censée avoir un discours d'amour, aimez-vous les uns les autres, aimez vos prochains, mais c'est pas surtout ça, c'est détester les gens qui font partie de la communauté LGBT, il faut les haïr, etc. Mais je ne pense pas que, même s'ils voulaient amener une personne à une réelle conversion, bon, en sachant tout de même que c'est pas quelque chose qui peut se convertir, qui peut se changer. Mais si c'était le Mhm. cas, ce serait le pire moyen de le faire. C'est pas vers ce genre de discours-là que l'on aide. Donc, parfois, pour moi, la religion, le plus souvent, perd ce qu'il est censé faire. La religion cesse d'être une religion pour être juste un outil de discrimination et d'ostracisme. Oui, tout à fait. Puis en fait, la religion, elle peut permettre en fait de rassembler les gens et d'avoir des discussions. Mais selon moi, selon mes expériences, en fait, ça a vraiment été de façon pour blesser l'autrui et puis vraiment pour prononcer leur propre discours de haine. Puis finalement, ça va à l'encontre de ce que Jésus a voulu, tu vois. Donc oui, donc merci. Je pense qu'on peut passer peut-être à une autre question parce que là, on était vraiment dans la question de religion, puis c'est très importante parce que elle fait partie de la vie de plusieurs gens. Donc, en fait, j'ai une amie qui m'a mentionné un projet nommé Kai Trans, où je pense que on héberge des femmes trans à Port-au-Prince qui ont besoin de logement. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai lu des articles par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez d'autres organismes LGBTQ ou bien d'autres organismes comme la vôtre qui n'ont pas cette visibilité comme la vôtre? C'est juste pour une question de partenariat. Oui, je peux. Il y a près de 14 organisations LGBTI en Haïti. OK. Il y a près de 14 organisations LGBT en Haïti. Je peux citer, mis à part Courage, il y a CFVH, dont tu viens de parler, qui a Kaitrans, il y a Aura, il y a Héritage au Cap, qui fait un très bon travail. Il y a UPLCDS, il y a CHAPS, AGCCTDS. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais. Oh, Ce c'est qui est super. beaucoup plus intéressant, ils ont un comité de plaidoyer. Ce comité de plaidoyer, c'est un comité qui regroupe l'ensemble des organisations des populations clés. C'est-à-dire, nous sommes au nombre de 14 organisations LGBTI, ainsi qu'une organisation de femmes LGBT et d'autres organisations de femmes TS. Quand je dis TS, ce sont les travailleuses du sexe, ou plus précisément, certaines fois, il y a certaines personnes qui les appellent professionnels du sexe. C'est ça. C'est un comité qui regroupe l'ensemble des organisations des populations clés. Ok, super. Parce que merci en fait de partager ça parce que je voulais juste en fait savoir si Kai Trans en fait c'était un projet dans lequel vous avez eu un partenariat finalement. Et puis si vous connaissez des activistes ou quoi que ce soit, parce que ce serait très intéressant d'avoir cette collaboration. Et puis ensuite, comme j'ai dit, que la communauté internationale ne soit pas exclue, mais qu'on puisse avoir ces discussions, puis ce dialogue, et puis en fait poser ces actions concrètement tous les jours, tu vois. Donc, merci de partager ça à nos personnes qui sont, à toutes les personnes qui sont là. Donc, maintenant, c'est vraiment de savoir, parce qu'il est déjà, donc, c'est ça. Donc, quels sont les changements qu'on peut apporter pour la génération actuelle, pour la nouvelle génération, quand ça vient, on a déjà parlé de l'éducation, de la religion, et par rapport à la santé,
qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement? Je vais parler de la santé, puis peut-être ensuite on peut aborder sur la sécurité et ensuite le logement. Donc, dans le niveau de santé, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut apporter? Il y a beaucoup de changements qu'on peut faire. Quelles sortes de choses qu'on peut apporter? Je pense que les changements que l'on peut apporter dans la santé, c'est et diminuer les discriminations qui se font dans les milieux de santé. Parce que dans certains centres de santé, les personnes faisant partie de la population clé sont discriminées. Que ce soit une personne LGBTI, que ce soit une professionnelle de sexe, c'est des groupes qui sont principalement ciblés dans les espaces où l'on distribue des soins de santé. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est mettre la santé accessible à tous. On veut dire accessible à tous, tout le monde peut y aller. On ne va pas être victime de violence, on ne va pas se sentir mal à l'aise. Parfois, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de commentaires, mais c'est des jugements sous-entendus, des etc. Quand les personnes font les dossiers, ce sont des comportements qui dérangent. Je pense que les gens devraient essayer d'être un peu plus professionnels, surtout les personnes qui dispensent des soins de santé en Haïti. Parce que si je vais à un hôpital, je vais pour un service et peu importe mon orientation sexuelle, peu importe le groupe auquel j'appartiens, je suis aussi un citoyen d'Haïti ou une personne qui est sur le territoire d'Haïti. Donc, je suis là pour prendre des services. Que ce soit des services payés par l'État ou que je paie pour moi, c'est des services que la personne me doit. Donc, il faut être professionnel et faire son travail. Oui, parfait. Donc, en fait, ça revient aux droits. Donc, les droits que nous avons tous, les droits à la santé, les droits à l'accès à la santé, finalement, aux soins. Puis, oui, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Non, ça va. OK, parfait. Puis, donc, au niveau de la sécurité, donc, il y a eu plusieurs manifestations, surtout hier, à Port-au-Prince. Donc, par rapport à la sécurité, est-ce que, donc, on sait déjà, il y a plein d'enlèvements, de meurtres et tout ça qui se passe. C'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, on ne pourra pas trouver des solutions. Parce qu'il n'y a pas juste une solution, il y a des solutions. Puis c'est comme ça on peut continuer à aller de l'avant finalement. Oui, comme je l'ai dit au début du live, je pense que la communauté a toujours été victime d'insécurité. On n'a jamais pu être sûr que l'on est safe à 100%. Mais là, maintenant, c'est vraiment beaucoup plus grave en Haïti. C'est tout le pays. Seulement la communauté. Oui, c'est tout le pays qui a des problèmes. On ne peut pas rester les bras croisés. On est bien obligé de parler. On est obligé aussi de faire plus attention. Mais je pense que c'est bien que tu en parles parce que parfois, il y a des problèmes et que les Haïtiens, le plus souvent, on a l'habitude de se taire, de ne pas parler. Mais hier, il y avait un vraiment beau marche qui s'était fait contre... C'est une belle marche, désolé. Contre la dictature, contre l'insécurité, le kidnapping, etc. C'est des mouvements que, personnellement, je soutiens parce que vraiment, parfois, il faut dire non parce que nous avons notre droit à la vie. En tant que citoyens haïtiens, nous devons être en sécurité dans notre pays. Oui, surtout la Constitution et nous la garantit parce que c'est une obligation de l'État. Il y a un article de la Constitution et je ne me rappelle pas trop bien et de quel article, mais par contre, il suffit que l'État a les obligations de garantir la sécurité de tout citoyen. Ce qui explique que c'est une obligation de l'État. Et je pense que ce ne serait pas un cadeau. Oui, merci beaucoup. Merci. Mais non, mais en fait, c'est vraiment ça parce que le peuple a manifesté contre la dictature et puis l'insécurité. Donc, c'est ça. Donc, il y a vraiment des gestes, il y a vraiment un appel pour stopper ces enlèvements. Et puis, en fait, ce n'est pas pour minimiser la violence faite aux hommes ou toute autre personne non binaire, par exemple. A priori, ce sont beaucoup plus les femmes qui se font agresser sexuellement, menacées et même tuées. Donc, je pense à l'enlèvement et le meurtre surtout d'Evelyne Sincère, donc repose à son âme. Je pense vraiment à le concept de fémicide. Donc, il s'agit de meurtres de femmes et de jeunes filles liés
lié finalement parce qu'elles sont femmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que on dit que personne n'est exempt à la sécurité, donc personne peut, à l'insécurité finalement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer n'importe quand, n'importe. Puis ça peut être même un pédiatre, malheureusement, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, donc, qui est exempt? Personne n'est exempt. Personne n'est exempt en ce moment. Et ça m'a Exact. interpellé quand tu as parlé des violences qui sont faites aux femmes, etc., etc. C'est que vraiment, il y a cette notion de violence basée sur le genre qui augmente vraiment en Haïti. Je profite pour saluer l'initiative de la PNH d'avoir un département de genre qui combat ce genre de violence. Et ce ne sont pas des violences qui se font que sur les femmes cisgenres. Je pense que c'est la féminité en soi que le système machiste dit qu'il ne va pas bien. Donc, c'est pas que les femmes cisgenres, il y a aussi les femmes trans, les personnes efféminées. Ce sont ces personnes-là qui sont principalement victimes de violences basées sur le genre. Tu vois qu'il y a toujours cette idée de tu laisses le sexe fort pour aller rejoindre le sexe faible qui est dans la tête des gens. Il y a toujours cette idée que femme ou personne ayant une expression féminine, tu es plus faible, plus vulnérable. Donc, c'est ça principalement qu'il faut combattre. Et il y a beaucoup de formations qui se font, les organisations féministes en parlent beaucoup, nous en parlons beaucoup. Et je pense que des efforts se font, mais il y a encore un grand travail à faire. Parce que parfois, il y a certains problèmes qui sont un peu culturels. C'est pas facile de se débarrasser de ce genre de problèmes-là, mais bon, nous sommes là, nous devons le faire. Oui, tout à fait d'accord. Merci. Merci. En fait, ça va finir bientôt. Donc, quels sont les objectifs de Courage d'ici la prochaine année? Et bon, du coup, je vais parler un tout petit peu de Courage avant de présenter les objectifs. Et Courage, c'est une organisation de droits humains, mais Courage a une particularité en défendant les droits des personnes LGBTI, dont les lesbiennes, les bisexuels, trans, intersexes et autres. Et nous avons 4 domaines d'activité, qui est le plaidoyer, qui sont les plaidoyers, la santé, la mobilisation communautaire et le réseautage. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du plaidoyer? Non seulement on fait en sorte de dénoncer tout type de violation, quelles que ce soit des violations de droits humains ainsi que les violations de droits communs. C'est-à-dire, non seulement on fait de la dénonciation, on fait du plaidoyer, mais on fait aussi de l'éducation sur les notions, on fait aussi l'éducation sur les notions de droits humains. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement militants, mais nous sommes des éducateurs et éducatrices en droits humains également. On offre des accompagnements et on offre des services d'accompagnement juridique si nécessaire, via des partenariats qui existent entre nous et certaines institutions comme le VDHH et le BAI, qui sont des non-avocats quand il s'agit des violations de droits communs. Et on a l'OPC, qui est l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne. C'est une institution étatique, c'est-à-dire qui nous accompagne de manière juridique quand il s'agit de violation de droits humains. C'est-à-dire quand c'est un représentant de l'État qui, qui, qui viole les droits d'une personne, on fait appel à l'OPC pour faire le suivi. Au niveau de la santé, on offre des services de dépistage communautaire. Dans un premier temps, on effectuait les tests et quand les tests réagissent de manière réactive, on faisait le référencement. Mais maintenant, on a grandi et on va faire la prise en charge d'ici quelques mois. C'est-à-dire, maintenant, quand les tests se font chez nous, c'est nous qui vont faire, c'est nous qui allons faire et les prises en charge. C'est-à-dire, on aura des médecins compétents
pour le service. Et dans le domaine de mobilisation communautaire, on fait en sorte de mettre les gens de la communauté au cœur des débats et afin qu'ils se sentent concernés et au mouvement de lutte qu'on mène. Et dans le réseautage, on fait en sorte de créer des alliances, des partenariats et même d'intégrer des réseaux comme par exemple Courage est membre de UCTrans. UCTrans, c'est United Caribbean Trans. C'est un réseau qui regroupe une dizaine de pays au niveau de la Caraïbe qui fait des plaidoyers pour les personnes trans. Courage est membre de EGID, c'est une alliance internationale canadienne. Courage est membre de RDC, c'est le réseau d'unité Canada. C'est un réseau international dont je suis la représentante de Courage. Au réseau, je suis membre du comité consultatif du réseau et Courage est membre de Igala, Courage est membre de Ronadea, c'est un regroupement haïtien qui regroupe un ensemble d'organisations de droits humains et haïtiennes. Et nos Courage travaillent dans 6 départements du pays à travers soit des partenariats, soit des cellules, soit des représentants et même des réseaux. Si je prends l'exemple, dans le Nord, dans le Grand Nord, on a des représentants, mais aussi on travaille en partenariat avec Héritage, qui est déjà sur le terrain. Et au Sud-Est, on a une cellule. Et à Léogane, on a une cellule. À Carrefour, on a une cellule. Et au département de la Tibonite, on a un réseau. Ce réseau est constitué de 3 cellules. C'est une cellule au niveau des Gonaïves, une cellule à Marchand des Salines et une autre cellule à Grosmont. C'est-à-dire les 3 constituent le réseau du département de la Tibonite. En gros, c'est ça, Courage. Super, merci. Maintenant, on a dans notre objectif de faire des plaidoyers, parce que ça a toujours été la mission de Courage ainsi que la vision, de voir qu'un jour, qu'aucune personne ne soit discriminée et sur base de son orientation sexuelle ou son identité de genre. C'est pourquoi on fait des plaidoyers, c'est pourquoi on dénonce, on fait de la dénonciation et en même temps on fait de l'éducation des gens sur les notions de droits humains. Et on avait un projet avec l'Union européenne, avec une organisation canadienne appelée Equitas, financée par l'Union européenne, on avait l'habitude de faire des formations nationales et dans ce projet. Les formations nationales regroupent des organisations de différents types, telles que organisations étatiques, organisations de la société civile, organisations communautaires et même des organisations religieuses. C'est-à-dire, on les réunit dans un espace et peut-être 1 ou 2 semaines, on fait des formations sur les notions de droits humains. Et quand les personnes, après la formation, et la personne qui est venue représenter son organisation a pour mission de retransmettre ce qu'elle a appris de cette formation, etc. C'est un exemple. Et voilà plusieurs exemples que tu as mentionnés. Merci beaucoup, Théra. Donc, finalement, c'est ça. Même les organisations religieuses qu'on dit des fois, c'est tabou de parler de ça, mais c'est comme ça. C'est en ayant ces discussions, c'est en ayant ces conversations qu'on peut démystifier, qu'on peut encourager, en fait, finalement, que tout le monde puisse avoir leurs droits, finalement. Puis, j'ai une question ici. Donc, comment pouvons-nous le mieux vous supporter de notre côté canadien, donc au Canada? Je pense qu'on en a mentionné. Donc, est-ce que tu veux encore, la parole est à vous, si vous voulez
mentionner directement comment au Canada on peut vous supporter. Bon, comme on l'avait dit avant, vous pouvez le faire à travers les formations, votre expertise aussi, nous proposer votre expertise, que pour vous consulter quand on a des projets, quand on a des problèmes. Vous pouvez faire des formations, soit venir les faire en Haïti, soit les faire en visio. Vous pouvez nous apporter vos plateformes pour nous donner la parole, etc. Et les supports peuvent même être de manière économique, ça va dépendre des projets que vous avez, dans ce que vous voulez investir aussi. Oui, finalement, merci beaucoup. Donc, à part le biais de l'éducation, la formation, je sais que vous étiez dans un atelier finalement, je crois, il y a une semaine. C'était ah, donc peut-être Oui, justement. justement c'est ça. Donc différents ateliers finalement permettent à sensibiliser cela. Puis vous n'êtes pas obligé d'être sur le terrain. Donc finalement le développement international, donc le bac que j'ai eu à l'université d'Ottawa, on n'est pas obligé d'être sur le terrain pour faire le développement international. On peut le faire par l'entremise des réseaux sociaux, par la technologie. Puis c'est comme ça qu'on peut finalement avoir une meilleure vie finalement pour tout le monde. Mais c'est pas facile. Il faut être très discipliné, puis il faut avoir vraiment un objectif. Puis je pense vraiment à Charlot dans tout ça parce que courage, vraiment, c'est vraiment ça. C'est son héritage et tout. Puis ce qu'il a laissé, on est vraiment des militants, que ce soit en Haïti ou ailleurs. On fait vraiment un grand travail. Puis c'est pas toujours facile juste de se montrer sur les réseaux sociaux. Des fois, on va se sentir, oh, mais est-ce qu'on est beau? Est-ce qu'on est belle? Est-ce que qui va voir la vidéo? Est-ce que ça va être publié? Est-ce que va faire la nouvelle? Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis dans les grands réseaux, les grands médias? Mais c'est comme ça, on doit avoir des conversations, même si ces conversations des fois, sont inconfortables, vous voyez. Donc, merci encore. Je crois que le live va finir bientôt. Donc, merci. C'est bien qu'on a essayé de tenter de répondre à la question, donc comment atténuer la violation des droits humains en Haïti. J'aimerais d'abord mentionner que le fait que nous avons pu avoir ce dialogue international cette soirée constitue déjà un pas vers l'avenir. Et je suis très reconnaissant que tout le monde ait participé. J'ai vu qu'il y a une dizaine de personnes qui se sont venues pour la première fois. C'est vraiment, ça me touche vraiment. Et puis, c'est ça. Donc, la réponse n'est pas simple, elle est multidimensionnelle. Et à mon avis, c'est ça. Donc, il y a vraiment progrès. Puis, c'est sûr que les humains vont chercher, sont égoïstes à la base. Et puis, on cherche notre gagne-pain, on cherche notre bonheur. Mais donc, en même temps, il faut quand même voir qu'on a une valeur humaine. Tout le monde a cette valeur, vous voyez. Et puis, c'est vraiment la valeur humaine qui est beaucoup plus qu'un profit ou bien d'une rançon d'une autre personne. Donc vraiment, honnêtement, je vous remercie beaucoup. Merci Etera, présidente actuelle de Courage. Et puis je remercie aussi Jean-Michael, qui est agent, donc chargé de projet, chargé de plaidoyer. Chargé de plaidoyer, activiste, écrivain, vous portez plusieurs chapeaux finalement. Donc, merci beaucoup. Et puis, il y a une question avant que le live termine. Je vois que Romy demande comment on peut faire pour vous suivre sur Instagram. Est-ce que vous pouvez l'écrire, s'il te plaît? Mon compte Instagram, c'est Etera-Estefi. C'est simple, c'est pas difficile. Je pense qu'il y a aussi courage. Ce que je vais faire, allô, compte de Monte Cristo. Je vais envoyer les pages Instagram à Teddy. Teddy connaît déjà le compte de tirage. Je vais envoyer le compte de courage pour toi. Tu pourras sauvegarder le live et ainsi, dans le caption, tu peux tag courage et etc. Que les gens puissent les trouver plus facilement. Parfait. Et puis, je pense que c'est aussi dans la fiche que j'ai créée. C'est la première fois que j'utilisais un logiciel Canva pour faire un peu de graffiti et tout. Donc, vous pouvez aussi le trouver dans la fiche, puis on va même le publier. Donc, merci beaucoup, honnêtement. C'était une première, puis ça a été un succès, un réel succès. Merci pour la conversation. Ça a été un plaisir. Je te remercie C'est vraiment, ça a été vraiment un plaisir.
Merci Oui. à toi également. Oui, merci. Donc là, je vais juste prendre, si j'avais un champagne, une bouteille de champagne, j'allais juste du Perrier. Donc, merci. D'accord. D'accord. Santé.